Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du sport et de la santé pour les militaires. Et je ne suis pas seule pour revenir justement sur les fondamentaux, les bases, la prévention, mais aussi la sécurité pour faire du sport en toute sérénité. Je suis avec le docteur Jean-Marie. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter en une phrase. Je suis rhumatologue retraité et je travaille depuis 10 ans bénévolement au comité départemental olympique et à la maison Sport Santé 83. Et vous êtes accompagné par Vincent. Enseignant à pas en activité physique adaptée, du coup, également au comité olympique du Var et à la maison Sport Santé de Toulon. Et on finit avec vous, médecin en chef Arnaud du service de santé des armées. Oui, bonjour Léa, je suis le docteur Arnaud, donc je suis médecin-chef à l'école de plongée à Saint-Mandrier. On commence justement avec vous. Alors pourquoi est-ce qu'il est crucial d'intégrer le sport dans notre quotidien et plus spécifiquement chez les militaires? Alors chez le militaire, on va lui demander une mission et pour cela il va devoir réaliser des efforts particuliers. Il va devoir s'engager sur le plan physique, sur le plan mental et ça se construit au fur et à mesure et le sport fait partie de cette construction. Il va devoir gagner en résistance, en endurance, en force, en puissance pour pouvoir mener à bien sa mission. Et justement, quels sont les bénéfices sur ces activités physiques, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique au final? Sur le plan physique, déjà, il va développer un peu ses capacités, donc il pourra se surpasser, il pourra répondre positivement à la mission qu'on va lui confier. Sur le plan mental, ça va lui créer une force d'esprit, ça va créer aussi de la cohésion au sein de son équipe, et ça, ce sont des critères fondamentaux pour le militaire. Et quels sont, à l'inverse, les principaux risques liés à la sédentarité? Je me tourne vers vous, Jean-Marie. La sédentarité est une véritable bombe à retardement. Effectivement, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la sédentarité pour la population générale, jeunes, vieux, est néfaste à la fois pour la santé et bien sûr pour les performances. Et quelles sont peut-être de manière plus précise les conséquences de cette sédentarité? Les conséquences de la sédentarité sont très nombreuses, mais avant de parler des conséquences, peut-être faudrait-il définir la sédentarité et l'inactivité. La sédentarité, c'est rester assis plus de 6 heures par jour, ce qui est d'une grande banalité dans le monde moderne. L'inactivité, c'est faire moins de 3 heures de sport par semaine. Et donc on peut être sédentaire et actif. Et quand on fait 3 heures de sport par semaine, on a l'impression qu'on n'est pas sédentaire. En fait, on est sédentaire et on a les mêmes conséquences que si on n'était pas actif. Et donc il faut à la fois ne pas être sédentaire et être actif. Et donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ou quelles sont au final les bonnes pratiques à avoir? Être à la fois actif, plus de 3 heures par semaine, 3 heures par semaine qui peuvent être fragmentées, et ne pas être sédentaire, c'est-à-dire bouger régulièrement, toutes les demi-heures, se lever de son fauteuil, faire 3 mouvements. D'ailleurs, dans toutes les réunions qu'on organise à la Maison Sport Santé maintenant, obligatoirement, au milieu des réunions, il y a une pause active, et tout le monde se met debout, préfet ou pas préfet, tout le monde se met debout et fait de la gymnastique. Et vous le faites ensemble? Et on le fait tous ensemble avec 1 ou 2 moniteurs en même temps. Et vous le faites ensemble, et quels sont les méfaits de la sédentarité? Les méfaits de la sédentarité prolongée sont très nombreux. Alors sur le plan sportif, c'est la diminution de l'endurance, la diminution de la force, la diminution de la résistance, la perte des capacités, la perte de l'agilité, etc. Les méfaits de l'inactivité sont les mêmes, plus les risques de maladie, et on sait que l'activité, plus de 3 heures par semaine, permet de prévenir un grand nombre de maladies. C'est le meilleur des médicaments contre le cancer du côlon en préventif, contre le cancer du sein, contre les récidives, les métastases. Alors pour un public jeune, ça a l'air d'être moins intéressant, mais malgré tout, on vieillit et donc il faut tenir compte de tout ça. L'un ne compense pas l'autre. Encore une fois, j'insiste, l'activité, 3 heures par semaine, ne compense pas une sédentarité excessive. Est-ce que vous pouvez développer ce point peut-être justement? Alors l'activité 3 heures par semaine, on va certainement en reparler. Elle peut être fractionnée, peu importe. Il faut qu'elle soit à un certain niveau pour qu'elle soit payante. Il faut qu'elle soit à un certain niveau par rapport aux capacités cardio-respiratoires et par rapport à la personnalité de chacun. Mais pour qu'elle puisse être menée, et c'est un point sur lequel on insistera certainement, il faut qu'elle soit faite avec plaisir pour pouvoir être maintenue sur le long terme. Et il faut qu'elle soit bien faite, avec des séances qui sont bien adaptées à chacun. Justement, Arnaud, quelles sont les capacités physiques essentielles pour un militaire? Ça va dépendre un petit peu de la mission qu'on va lui confier. Mais globalement, on va chercher qu'un militaire soit endurant, qu'il puisse être résistant. On ne demandera pas la même chose à un commando ou
ou un militaire qui sera embarqué sur un bateau. Le point commun, c'est quand même de développer un petit peu toutes ces particularités sportives avec un accès peut-être plus sur l'un ou sur l'autre, notamment la résistance chez le commando. Chez le parachutiste, on va lui faire des tractions par exemple, il faut qu'il développe un peu le haut de son corps. Donc tout ça sera adapté à la qualité du militaire. Et comment justement le PMS, l'entraînement physique militaire et sportif, y contribue? Le PMS, ça va déjà amener le militaire qui s'engage à un niveau sportif minimum. Et après, en fonction de sa spécialité, on orientera en accord avec le commandement, avec les médecins, avec la cellule PMS et la cellule de préparation opérationnelle. On orientera l'entraînement spécifique du militaire pour l'amener là où il doit être. Et comment accompagner les militaires qui ne sont pas sportifs de haut niveau justement vers ces objectifs? Alors c'est une très bonne remarque, les militaires qui s'engagent ne sont pas tous des sportifs de haut niveau. Certains le sont, mais la plupart vont découvrir un petit peu le vrai sport militaire. Tout ça, ça va se faire progressivement avec des entraînements qui vont être encadrés par des moniteurs de PMS. On va amener progressivement la résistance à se développer, l'endurance aussi, avec des séances qui seront bien planifiées et qui font partie du cursus initial du militaire en formation. Et justement, Vincent, quel est le bon rythme pour progresser sereinement et en toute sécurité? Alors c'est vrai que reprendre une activité physique ou même se préparer à un entraînement demande d'avoir un état des lieux global, savoir où est-ce qu'on en est avant de pouvoir justement débuter et cibler son entraînement. C'est pour ça qu'il existe plusieurs tests. Donc pour ce qui est de la force, on va plutôt chercher des choses qui sont assez spécifiques. Donc ça s'appelle les répétitions maximales, où là on va faire un exercice pour connaître notre force maximale sur un atelier précisément, pour pouvoir ensuite fixer son entraînement en fonction de cette force, de cette RMA. Pour ce qui est de l'endurance, par contre, ça va être plutôt la VMA, donc vitesse maximale aérobie, où là on retrouve d'autres tests, d'autres ateliers à réaliser pour pouvoir planifier son entraînement. Et comment prévenir justement les risques de blessures et de tendinite? Alors pour cela, il faut adapter son entraînement et éviter de démarrer trop fort dès le début, afin de justement observer une marge de progression et de ne pas se blesser, ce qui pourrait arrêter subitement l'entraînement. Et j'imagine que aussi l'échauffement, c'est hyper important quand on fait une séance de sport. On ne peut pas y aller à froid comme ça. L'échauffement va permettre d'augmenter le rythme cardiaque, mais aussi la pression artérielle, de rendre disponible tout ce dont va avoir besoin le muscle, mais aussi d'échauffer les articulations et les muscles qui vont fonctionner à une certaine température. Cela permet de les rendre élastiques et d'éviter justement d'avoir ces risques de blessures. Et je me tourne maintenant vers vous, Jean-Marie. Quelles précautions alimentaires et d'hydratation sont cruciales pour les militaires en activité sportive? Alors, elles sont nombreuses, ces précautions, mais je voudrais peut-être compléter ou du moins rajouter quelque chose, parce que ça me semble important de mentionner encore une fois que la sensation physique est très importante. Il y a les tests que l'on fait, le pourcentage que l'on fait par rapport à la VMA que l'on a calculé. Il y a donc les barèmes, les data, comme disent maintenant les entraîneurs, mais il y a aussi, et c'est tout aussi important, la sensation physique que ressent le sportif lui-même. Et sensation physique qu'il apprend à connaître, et il sait à quel niveau il faut qu'il aille dans sa sensation pour être dans la zone qui va bien, pour le faire progresser dans la zone d'activité cardio-respiratoire. Les problèmes alimentaires, vous voulez qu'on parle des problèmes alimentaires? Oui. L'alimentation est un élément fondamental. Quand on parlait des tendinites, il faut rajouter immédiatement que les tendinites sont fonction beaucoup de l'alimentation et de l'hydratation. Et donc si on doit parler de l'alimentation du sportif, d'une manière générale, l'alimentation du sportif doit être basée sur les glucides. Je vais faire une revue des glucides, lipides, protides, et puis ensuite je mélangerai un petit peu tout ça, je mixerai l'ensemble. Les glucides représentent l'élément de base, doivent représenter 50 à 60% de l'alimentation chez le sujet normal, mais encore beaucoup plus chez le sujet sportif. Il faut donc privilégier les sucres à indice glycémique lent. C'est un peu technique, mais c'est les sucres qui ne font pas trop monter la glycémie, parce que quand on en fait monter trop rapidement, avec du sucre de table par exemple, on a une sécrétion d'insuline immédiatement derrière qui va entraîner cette sécrétion d'insuline, une sensation de fatigue et des hypoglycémies qui va contribuer à l'hypoglycémie. Alors peut-être juste un exemple de ces aliments qu'on peut consommer? Alors les glucides principaux pour le sportif sont basés sur les glucides lents, avec des indices peu élevés, des indices glycémiques peu élevés.
par exemple, les pâtes complètes, le pain complet, les légumineuses, donc les fruits bien sûr. Et si on parle des fruits et des légumes, il faut manger, comme on l'a lu et entendu partout, 5 fruits par 5 fruits frais, 5 fruits ou légumes par jour. Les protéines doivent être des protéines animales, certaines protéines animales et pas toutes, et on privilégiera les viandes maigres par exemple, et le lait qui apporte beaucoup de nutriments, beaucoup d'éléments, des protéines, des glucides, le lactose, du lait. Et les viandes maigres, ce sont plutôt le poisson, les viandes blanches, c'est ça? Les poissons gras, pour les oméga 3, les antioxydants. Les viandes maigres, le poulet sans la peau, c'est mieux. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux de fumer après le sport? Alors fumer, c'est un petit peu contre-productif avec le sport. D'un côté, le sport va nous faire consommer beaucoup d'oxygène. Quand on fume, on va remplacer un peu l'oxygène avec des toxiques, dont le monoxyde de carbone. Et fumer immédiatement après une séance de sport ou juste avant une séance de sport, ça peut être à l'origine d'une thrombose, c'est-à-dire qu'on va boucher un des vaisseaux principaux du cœur et ça peut entraîner du coup un infarctus du cœur, communément appelé une attaque cardiaque. Donc ça peut être mortel. Donc fumez surtout pas après le sport ni avant. Voilà, à éviter effectivement. Et quelles sont les fausses croyances liées au sport et au tabac? Alors on pourrait s'imaginer que parce qu'on va faire du sport, on va respirer un petit peu plus, donc on va nettoyer nos poumons. Mais ça c'est vraiment une idée reçue qu'il faut absolument tordre parce que c'est absolument faux et les méfaits du tabac vont pas être compensés du tout par le sport. Il y a aussi des idées importantes à garder en tête, c'est que après une vaccination ou après une période infectieuse, ne serait-ce qu'une grippe ou une infection type Covid, on ne fait pas du sport tout de suite parce que l'on est dans un état inflammatoire qui peut favoriser aussi les accidents cardiaques. Le cœur est le muscle qui est principalement utilisé pendant le sport et il faut quand même le ménager. Et c'est également déconseillé d'en faire après un don du sang? Après un don du sang, oui, effectivement, parce qu'on a perdu une capacité de transport de cet oxygène, puisqu'on a donné notre sang. Donc il faut laisser le temps un peu à l'organisme de se régénérer, de compenser cette perte sanguine. Mais en général, dès le lendemain, on peut commencer à reprendre le sport tranquillement. On vient d'en parler, l'alimentation c'est très important chez nos sportifs aussi bien militaires que civils. Est-ce que justement vous avez d'autres conseils, d'autres informations à nous apporter sur ce sujet? Donc précédemment j'ai fait un rappel succinct de glucides, lipides, protides. On parlera tout à l'heure beaucoup de l'hydratation je pense. Mais comment est-ce que l'on mixe ces glucides, lipides, protides? Comment est-ce que chacun se débrouille? En fait chacun doit se débrouiller en fonction de ses appétences, de ses possibilités, de ses intolérances. Et quand on mange des glucides, souvent on parle de légumineuses, mais les légumineuses, tout le monde ne les supporte pas bien. Et si on doit faire un sport prolongé, il est conseillé de ne pas manger des légumineuses dans les 2 jours qui précèdent ou 2 ou 3 jours qui précèdent pour ne pas avoir d'inconfort digestif. De la même manière, le lait, qui est une des bases de l'alimentation du sportif, est parfois mal toléré chez certains qui n'ont pas une allergie mais une intolérance au lactose. Et donc il faudra le compenser d'une manière différente. Donc en fait, il y a des règles générales, mais chacun les adapte en fonction du sport qu'il va pratiquer, de son âge, de ses habitudes et de ses intolérances. Et au niveau de l'hydratation, est-ce qu'il y a un minimum à boire par jour et encore plus pour les séances de sport? Est-ce qu'il faut s'hydrater tout au long de la séance, plutôt au début, à la fin? C'est quoi vos conseils? Tout à fait. Alors effectivement, si les bases alimentaires, tout le monde les connaît, les 5 fruits par jour par exemple, tout le monde le sait, mais l'hydratation est souvent négligée. Négligée à la fois en préventif, pendant l'effort et après l'effort. Le corps humain est composé de 60% d'eau. Quand à l'état naturel on perd 1,5 litre par jour de liquide, il faut compenser ce 1,5 litre. Si on fait du sport, on peut perdre 2 litres, 3 litres, voire dans les sports extrêmes jusqu'à 10 litres par jour. Et la seule manière de savoir combien on a perdu, c'est de se peser avant l'épreuve, enfin avant l'entraînement. Et après l'entraînement, si c'est une longue distance, on aura perdu beaucoup. Et donc, il faut vraiment compenser pendant l'épreuve. Alors, si c'est une épreuve d'1 heure, si c'est un entraînement d'1 heure, une boisson d'1 litre d'eau suffit largement. Si ça dure plus longtemps, il faut peut-être rajouter un petit peu et faire sa mixture soi-même. C'est pas la peine d'aller chercher les produits chers. On mélange 300 cc d'un jus de raisin avec de l'eau pour faire 1 litre et on a donc un petit apport de sucre supplémentaire. Mais ça, c'est pendant les épreuves d'1 heure, voire un petit peu plus. Mais
l'hydratation après l'épreuve est fondamentale, de même que l'alimentation après l'épreuve, après une épreuve longue. L'alimentation doit être adaptée. Il ne faut pas manger immédiatement derrière. Immédiatement après une épreuve, il faut boire alcalin. Alors les rugbymen disent que la bière est alcalin, oui c'est vrai, mais il y a d'autres boissons qui sont alcalines, hein, le Vichy Saint-Thior, le Coca, la Badois, sont des boissons à privilégier après un effort pour compenser les effets du sport et permettre une meilleure récupération. Donc après l'effort, il faut boire, immédiatement après l'effort, il faut boire, et 1 heure après, il faut boire et manger. Après, 1 heure après un effort un peu prolongé, il faut boire, continuer à boire et manger. Et il faut compenser, il faut même un peu surcompenser le poids perdu. Donc on arrive à se connaître quand on a étudié un petit peu ça par rapport à la balance, et il faut surcompenser théoriquement 2%. Enfin. Et pour ceux qui ne s'hydrateraient pas assez, justement, quelles sont les conséquences? Les conséquences de la déshydratation sont nombreuses et peuvent être graves. Il y a une perte de vigilance, il y a une perte de concentration, il y a une diminution des capacités musculaires, une diminution de l'endurance. Les déshydratations favorisent les crampes. L'acide lactique est encore plus présent, donc les crampes, les courbatures, ça favorise les tendinites, on a dit, et la déshydratation peut amener jusqu'à des sensations de malaise, voire des malaises et des coups de chaleur. Donc ça augmente le risque de blessure, et donc vraiment la déshydratation est un élément à combattre, et il est très important de bien savoir où l'on en est, ne pas attendre la soif. Attendre la soif dans une épreuve ou dans un entraînement, quand on a soif, on est déjà en carence. De la même manière, quand on a faim, on est en carence. Et donc, il ne faut pas attendre la soif. Il y a un moyen très simple et très important de savoir si on est déshydraté ou non dans les jours qui précèdent et pendant les épreuves, c'est de regarder la couleur de ses urines. Je vais vous raconter une anecdote, si on a le temps. Au club au RCT, puisqu'on est à Toulon, ils ont fait une étude et ils ont regardé la couleur des urines dans les 3 jours qui précédaient un entraînement sévère ou un match, et sans dire l'intérêt pour le sportif. Et ceux qui avaient des urines foncées, c'est ceux qui se blessaient en fin de match. Donc la couleur des urines est un élément important pour juger de la bonne hydratation ou non. Il faut avoir des urines claires et limpides. Quand on a des urines claires et limpides, on est bien hydraté. Inversement, si on a des urines foncées et un peu troubles, c'est qu'on est déshydraté. Et c'est un peu tard, mais enfin, c'est le moment vraiment de s'y mettre. C'est quand même un bon indicateur. C'est un indicateur excellent, indépendamment de la sensation de soif qui est ressentie bien avant peut-être, mais on ne l'aperçoit pas obligatoirement la sensation de soif parce qu'on a compensé, on a mangé un petit peu. Et à l'approche de l'été, on a tendance aussi, avec les fortes chaleurs, à beaucoup boire. Est-ce que la surhydratation, ça peut être aussi dangereux pour la santé? La surhydratation est mauvaise parce qu'en fait ça dilue, oui, on a une dilution des éléments, et donc il ne faut pas trop boire, mais rares sont les personnes qui sont potomanes, c'est-à-dire un excès de boisson. C'est plutôt un défaut de boisson. Mais effectivement, il ne faut pas trop compenser. Il faut boire gorgée par gorgée, vers 150 ml par 150 ml, et le répartir de manière régulière avant, pendant et après l'épreuve. Mais pendant l'épreuve, il faut boire. Il faut commencer à boire dès le début de l'entraînement. Il ne faut pas attendre que la soif arrive. Dès le début, il faut commencer à boire. Et être raisonnable. Du coup. Et être raisonnable. Et quand on boit, bien sûr, on boit si possible un peu alcalin et on évite les alcools. C'est pas le moment de parler de l'alcool, mais l'alcool est bien entendu un élément très néfaste pour le sport et l'activité physique, bien sûr. Et comment justement les militaires, on va parler plutôt des conditions extrêmes maintenant, on reste sur ce sujet-là. Comment les militaires peuvent s'adapter à ces conditions en maintenant leur performance? Alors les conditions extrêmes dans le milieu militaire sont assez nombreuses. On peut citer le parachutisme à haute altitude, on peut citer la plongée, on peut citer le grand froid, puisqu'on intervient un petit peu sur tous les théâtres. On va adapter en fait notre physiologie au fur et à mesure en exposant l'organisme soit à l'hypoxie, soit au froid, soit aux conditions de l'immersion. Et ça va se faire vraiment progressivement avec tout en gardant à l'esprit que on n'est ni un poisson, on n'est ni un oiseau. Et il va falloir qu'avec des entraînements répétés, progressif, il faut respecter certaines limites. Par exemple, on ne va pas en altitude trop rapidement. On peut faire des paliers en altitude pour augmenter un petit peu cette adaptation à l'hypoxie. Le militaire va devoir prendre tout ça en considération et c'est l'entraînement physique régulier, répété,
avec une bonne hygiène de vie qui va permettre aux militaires de pouvoir intervenir donc, dans ces conditions extrêmes. Et j'imagine que le temps de récupération est aussi très très important. Alors en général, dans ces situations, effectivement, le temps de récupération est souvent bien allongé, puisque quand on est dans des situations extrêmes, l'organisme doit s'adapter, il doit mettre en place des mécanismes d'autorégulation supérieurs, et ça prend du temps, effectivement, oui. Et pour les risques associés à l'usage de compléments alimentaires et au dopage, justement, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Alors le dopage, ça peut exposer le militaire à des soucis soit immédiats, soit retardés. C'est vrai que c'est un problème actuel, hein, c'est un problème assez couramment rencontré dans les armées. Il faut lutter contre ces phénomènes de dopage parce que ça va être contre-performant à un moment ou à un autre. Et il faut bien garder à l'esprit que le militaire doit mener une mission, hein, ce n'est pas un but sportif et que le sport, c'est simplement ce qui va lui amener les capacités pour mener cette mission à bien. Vous l'aurez compris, le sport, c'est la santé. Et justement, pour ceux qui n'ont pas fait d'activité sportive depuis longtemps, comment bien le reprendre, peut-être sans risque? Est-ce que vous aviez des conseils pour ceux qui nous regardent? C'est toujours la même chose que pour l'entraînement, c'est-à-dire bien anticiper ses besoins, savoir vers quoi on va se tourner lorsque l'on va se préparer à une activité physique. Est-ce que c'est dans un but de perte de masse grasse ou est-ce que c'est plutôt pour un maintien de forme? L'entraînement doit être vraiment progressif. Il ne faut pas hésiter à consulter que ce soit son médecin ou des spécialistes pour pouvoir être bien encadré justement dans la pratique. Oui, refaire peut-être un check-up, un petit bilan avant de se lancer dans une reprise du sport du coup. Tout à fait. C'est pas pour rien que pour les associations sportives, on demande en général un certificat médical et qu'il est important de voir son médecin pour faire un point. Et on refait de toute manière, puisqu'on travaille ensemble. Quand on reprend une activité, que ce soit après une longue période d'arrêt ou bien le début d'une activité, il y a toujours un bilan préalable. Et la reprise d'activité est calquée sur ce bilan. Et j'imagine qu'avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, c'est aussi des critères qui sont importants quand on fait du sport? Fondamental. Ouais. Fondamental. Le sommeil est un élément fondamental pour tout le monde. L'enfant, l'adulte, le sportif, le non-sportif, il faut dormir. Si on ne dort pas, on perd des capacités. On perd des capacités physiques, on perd des capacités intellectuelles. Et donc il est nécessaire, effectivement, pour un sportif qui a un certain niveau d'entraînement, il lui faut, comme tout le monde, 8 heures de sommeil par jour, par 24 heures. Et la sieste, si c'est une sieste courte, ne fait pas partie de ces 8 heures et une sieste d'un quart d'heure est favorable à une bonne détente et à une bonne récupération. Il ne faut pas qu'elle soit plus longue parce que sinon on rentre dans un cycle du sommeil et donc mais une sieste courte ne gênera pas le sommeil de la nuit suivante. Et pourtant c'est dur de s'arrêter hein, quand on est lancé sur une bonne sieste. Non, mais il faut mettre son réveil parce que c'est important de la faire courte, pas qu'elle soit longue. Pour récupérer, vous l'avez dit. Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Donc chez le militaire qui est en mission, parfois il doit subir une privation de sommeil. Ce qui est important, c'est qu'il doit adapter du coup son alimentation, son hydratation et surtout son entraînement physique. Quand on a une dette de sommeil, c'est important de limiter, de diminuer un petit peu l'engagement physique qu'on va devoir faire, qu'on va devoir avoir sur le théâtre d'opération. Est-ce que le fait de prendre des compléments alimentaires, c'est quelque chose de fréquent? Malheureusement, c'est quelque chose d'excessivement fréquent et de trop fréquent. D'abord une précision, les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires du tout avec une alimentation normale. Pour le sportif commun, il n'est pas nécessaire, si on a une alimentation saine, équilibrée, bien répartie, avec une répartition telle qu'on l'a évoqué tout à l'heure, et si on a une bonne hydratation, il n'est absolument pas nécessaire, ça ne sert à rien, d'avoir des compléments alimentaires. Tout le carbone que l'on prend en trop, il va être éliminé, et à la limite même, si on prend trop de protéines, ça va favoriser la constitution d'un graisseux, donc ça ne sert à rien. Une alimentation saine suffit. Malheureusement, 1/5 des Français, paraît-il, prennent des compléments alimentaires sous la forme de vitamines, voilà. Et chez le sportif, c'est encore plus fréquent, et surtout chez les sportifs qui font de la salle et qui ont envie d'être musclés et qui ont des sports de force, plus que chez les sportifs qui font de l'endurance. Les compléments alimentaires sont théoriquement, depuis quelques années, réglés par une norme en France. Alors c'est EN 17444, non mémorisable, mais par contre, on trouve la même chose sur Sport Protect. Sport Protect, que l'on peut consulter et qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces compléments alimentaires. En France, théoriquement, ils sont contrôlés, ces compléments, et il n'y a pas de produits interdits, théoriquement. Mais en fait, une étude récente a montré qu'il y avait 7% de produits interdits dans les compléments alimentaires vendus en France. 7% sous la forme y compris sous la forme d'hormones, voire de produits interdits par la législation parce que anabolisants anormal.
Sur la toile, on trouve, notamment en Angleterre, des produits qui comportent des produits illicites dans 20% des cas. Donc il faut faire excessivement attention dans ces compléments alimentaires. En fait, on n'en a pas besoin. Peut-être un petit peu de protéines, notamment bien sûr chez les personnes qui sont végétariennes. Comme on a parlé de l'importance des protéines, malgré tout, certaines peuvent peut-être être amenées à prendre des protéines, mais en quantité limitée. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'une boisson, d'un complément alimentaire de récupération. Après une longue épreuve, on peut prendre par exemple 100 millilitres de lait avec un peu de sucre et un peu de whey, une demi-dose de whey, c'est-à-dire de lactosérum, de protéines du lait. Mais c'est un des rares cas où les compléments alimentaires sont nécessaires. Il y a dans les compléments alimentaires souvent de la caféine, avec les effets positifs de la caféine, mais les effets néfastes de la caféine, qui peuvent être nombreux, y compris psychotiques. Un excès de caféine est néfaste. Dans un shoot, j'ai observé ça dans une pharmacie. Dans un shoot vendu en pharmacie, il y a l'équivalent d'un café et demi. Celui qui en prend 3 pendant c'est un exemple pas au hasard, 3 shoots pendant ces 2 heures d'entraînement, il se prend 3 cafés, 4 cafés. Ce qui est vraiment néfaste. Et chez nos militaires, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, le fait de prendre des compléments alimentaires? Alors, la prise de compléments alimentaires, c'est devenu un peu une mode actuellement. Et on retrouve évidemment ça chez nos militaires qui sont des jeunes branchés sur les réseaux sociaux et qui subissent un peu cette mode. Moi, je veux rebondir un petit peu sur ce que vient de dire mon confrère. Effectivement, ces compléments alimentaires, ça peut être dangereux et on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Et bien souvent, il y a des produits qui sont considérés comme du dopage. Donc attention à ce qu'on... Une idée qui est peut-être un peu une idée contradictoire, c'est que ces compléments alimentaires vont pas compenser un déficit d'entraînement. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que le militaire qui a du mal à progresser, c'est peut-être que son entraînement physique n'est pas forcément adapté. On cherche toujours à aller plus vite, plus rapidement sur nos objectifs et ce ne sont pas forcément les compléments alimentaires qui vont nous amener là-dedans. La prise de masse, c'est pas non plus une fin en soi. Ça doit se faire de manière progressive, de manière encadrée, et je pense que les moniteurs EPMS peuvent nous encadrer là-dessus, peuvent nous aider à choisir un petit peu la manière dont on va amener ces compléments alimentaires. Toujours est-il qu'il faut quand même faire très attention et ça peut amener à l'accident, la mauvaise gestion de ces compléments alimentaires. Surtout quand on les mélange, ça peut faire des cocktails qui peuvent être néfastes pour l'organisme. MEF sur les compléments alimentaires. Voilà, bien s'informer. Et par quoi justement est-ce qu'on pourrait les remplacer, même si vous l'avez dit, c'est pas indispensable, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans notre alimentation qui pourrait venir remplacer justement ces compléments alimentaires? Alors il y a une alimentation qui est riche avec des fruits frais bien sûr, avec des légumes, avec des plats qui ne sont pas trop préparés. On va éviter le McDo par exemple quand on fait un entraînement sportif. Tout ça, ça compense naturellement tout ce que l'organisme a consommé. Là où on aura peut-être besoin de compléments alimentaires, c'est quand on va partir sur des triathlons par exemple qui vont durer plusieurs heures, où là on a des pertes qui ne vont pas forcément être compensées par l'alimentation normale. Donc c'est pas inaudible de prendre une boisson isotonique et un peu plus de sucre sur ce genre d'activité sportive. Mais l'activité classique du militaire ne nécessite pas l'utilisation de ces compléments. Tout à fait. Je reviens sur la toxicité. La législation dont j'ai parlé, en fait, elle ne vérifie que le contenu, mais elle n'a jamais prouvé l'efficacité. On ne peut pas dire que tel produit est efficace pour les fonctions motrices d'un muscle. En fait, ça n'a jamais été prouvé, ça. La caféine, on en connaît les effets. On sait qu'un manque de protéines est néfaste, mais c'est pas parce qu'on prend les barres, je ne parle pas des barres chocolat, des barres énergétiques pendant les épreuves prolongées qui sont indispensables. Mais je ne considère pas ça comme c'est un complément alimentaire, certes, mais c'est pas de la poudre de perlimpinpin qui a pour but de devenir plus fort. Ça, c'est néfaste. Et illusoire. Donc, retenez bien, on peut manger une petite barre chocolatée, mais pas prendre non plus n'importe quoi. Il faut faire très attention. Boire chocolaté ou protéiné en fonction des épreuves, sur conseil. Et pour ceux qui débutent justement une activité sportive, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a des façons de s'évaluer, de faire un point pour savoir où est-ce que l'on en est. Donc, il y a deux méthodes. On a parlé tout à l'heure de la répétition maximale 1, donc RM1, où ça va être en fait notre capacité à soulever une masse, un poids, une seule fois. Tout simplement, comme son nom l'indique. Cette méthode, en fait, permet de régler son entraînement. Et si l'on va viser, par exemple, de la force, on va avoir donc un travail avec une charge entre 70 et 85% de cette RM1, que l'on va répéter peu de fois. Donc, sur notre atelier en salle de musculation, par exemple, on va le répéter entre 6 et 12 fois, avec beaucoup de temps de récupération. Si on va viser, par contre, l'endurance, donc c'est une autre
mode d'entraînement, c'est un autre mode d'entraînement. Cette fois-ci, ça va être donc plus de répétitions. Donc on est plutôt entre 15 et 30 répétitions, avec par contre une charge qui va être plus faible. Donc là, on est vraiment dans le technique pour le coup, mais c'est bien d'avoir les clés pour pouvoir s'entraîner. Donc avec une charge qui va plutôt être autour donc, des 50 à 60% de cet RM1. Et est-ce que du coup, c'est conseillé de faire une séance de renforcement et une séance de cardio, pas forcément que l'un ou que l'autre, pour justement avoir une bonne activité bien complète? Parce que j'imagine que tu peux pas travailler tout le corps entier, c'est plutôt une fois le haut, une fois le bas. Comment ça se passe justement pour ceux qui se posent la question? Alors tout à fait, pour travailler efficacement, il faut accorder aux muscles un temps de récupération, sinon on risque d'augmenter les dommages qui ont été réalisés. C'est pour ça qu'il est important d'alterner donc soit des séances entre haut du corps, bas du corps, on alterne un jour sur deux, soit se laisser un temps de récupération si on fait des séances de tout le corps, full body. Et est-ce que les étirements, c'est important? Alors il y en a qui le font au début, d'autres à la fin. Est-ce que justement vous avez un conseil là-dessus? Alors les étirements sont très importants évidemment, on va travailler un muscle dans une certaine amplitude. Il est important de pouvoir lui redonner en fait son élasticité et pouvoir justement retrouver ses fonctionnalités initiales. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire un entraînement 1 heure après l'exercice. Donc à savoir que le muscle se gorge de sang. Lors de la séance, on peut entraîner des dommages. Si l'on réalise l'étirement juste après, on risque justement d'augmenter ces dommages. Donc on va attendre 1 heure. Il vaut mieux s'étirer à froid du coup. Pas à froid. Enfin, on est quand même beaucoup refroidi après 1 heure de. Mais pas de suite après la séance. Okay. C'est-à-dire qu'on va y aller progressivement et ensuite on sera apte à pouvoir faire de l'étirement. Je pourrais peut-être compléter, rajouter les différents types d'étirements et les effets néfastes potentiels des étirements passifs. L'étirement passif de nos grands-pères doit être où on fait, avant de courir, avant de faire une activité, on fait un étirement passif et certainement néfaste parce qu'en fait on fait partir le sang du muscle et des tendons et donc au lieu de l'échauffer, on le refroidit. Donc attention aux étirements passifs. Si on veut faire un étirement avant une activité physique, il faut faire un étirement que l'on appelle activo-passif, c'est-à-dire que par exemple on prend sa cheville dans la main et on met le talon dans la fesse et on fait une contraction du muscle du quadriceps, on lâche et on bouge. Puis il y a les étirements balistiques où on balance la jambe par exemple, latéralement ou antérieurement par rapport au muscle que l'on veut étirer. Donc il y a des étirements différents et qui sont à appliquer de manière différente et en tout cas s'il n'y a pas un consensus sur le temps, le moment où il faut faire un étirement, en tout cas il ne faut pas faire d'étirement passif pendant un effort. Il faut faire, si on doit s'arrêter pendant une activité physique, on fait un étirement balistique ou activo-passif. Et juste après un effort, il ne faut pas faire un étirement passif, comme l'a très bien dit Vincent. Il faut attendre 1 heure, 2 heures pour pouvoir faire des étirements. Et ensuite, c'est fonction de la sensation que l'on a. Les étirements qui évitent quand même beaucoup les courbatures. Ça aide, ça participe quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est important. Bien sûr, parce que les fibres se sont contractées et il faut pendant l'activité physique et il faut effectivement assouplir ces ponts musculaires qui se sont faits de manière schématique. Et pour les militaires qui s'engagent, justement, est-ce que le risque de blessure est aussi présent? Alors le risque de blessure chez le jeune militaire qui vient de s'engager, il est très présent, notamment au niveau des chevilles, hein, c'est le principal motif de consultation du jeune sportif qui vient de s'engager. Les genoux aussi, parfois aussi un peu les épaules en fonction des activités. Donc moi le conseil que je pourrais donner à celui qui veut venir s'engager dans l'armée, c'est peut-être avant de signer son engagement, c'est de se mettre un petit peu au sport, hein, des sports simples, hein, simplement aller courir. Hein, si c'est courir 30 à 45 minutes, c'est déjà très bien avant d'arriver dans les armées. Faire de la musculation à poids de corps, hein, pompe, traction, des abdos, tout ça pour commencer à donner à son corps l'envie de faire du sport et à se renforcer. Et ça ne sera que plus facile sur sa période de classe. Et normalement, il devrait éviter justement tous ces accidents du quotidien qui sont des accidents du sportif novice débutant. Et le sport qui est très présent chez nos militaires, donc effectivement, préparez-vous bien. Tout à fait. On arrive à la fin de cette émission. Alors justement, est-ce que chacun, vous pourriez redonner peut-être un conseil ou un point clé très important pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Sport et armée, c'est indissociable. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Ça se prépare, ça se planifie. Pour ça, il y a des règles à respecter. On en a parlé tout au long de l'émission. Il faut une progressivité, il faut des temps de repos. Et tout ça, ça ne s'invente pas. Ça se fait naturellement. Et c'est encadré surtout avec les moniteurs de sport dans les armées. Je ne peux que acquiescer, effectivement, c'est à avoir
une progressivité dans ce que l'on réalise et être à l'écoute de son corps et de ses sensations. Et on finit avec vous. Il faut bouger, c'est valable pour tout le monde, mais chez le sportif qui reste devant sa télé après son heure d'entraînement, il devient sédentaire et c'est vraiment néfaste. Il faut bouger tout le temps et se faire plaisir, parce qu'on ne fait du sport que si de manière prolongée et répétée, que si on se fait plaisir. Donc il faut se faire plaisir. Effectivement, c'est 3 points très importants qu'on espère que vous aurez retenus en ayant écouté et regardé cette émission. Merci en tout cas Arnaud, Vincent et Jean-Marie d'avoir été avec nous pour parler du sport et de la santé en partie chez nos militaires, mais également pour les civils qui nous écoutent et qui nous regardent. On vous encourage vous aussi à faire du sport, c'est la santé. Vous serez encore mieux dans votre vie avec une bonne hygiène de vie et des bonnes séances de sport. Et on se retrouve bientôt pour parler de la nutrition et de la santé pour nos militaires. Merci. Merci à vous. Merci Léa. Merci.